Ce soir, quel rôle pour le Canada dans un éventuel accord de paix entre la Russie et l'Ukraine? L'expert en politique internationale Frédéric Mérand répond à nos questions. Le Bloc québécois revient à la charge et demande un pont aérien pour faciliter l'arrivée de réfugiés ukrainiens au Canada. On fait le point avec Michael Schwack, porte-parole de la communauté ukrainienne au Québec. À quoi s'attendre du prochain budget de la ministre Freeland la semaine prochaine? On en discute avec notre panel d'observateurs. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Le rôle du Canada dans l'invasion en Ukraine a occupé l'avant-scène politique aujourd'hui à Ottawa. La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a confirmé que le Canada s'apprête à imposer de nouvelles sanctions à la Russie. Pendant ce temps, l'Ukraine a proposé que le Canada devienne un des pays garants de sa sécurité en cas d'un éventuel accord de paix avec la Russie. Questionnée à ce sujet lors de son entrée au cabinet ce matin, voici ce que la ministre Joly avait à dire. Je ne peux pas aller dans les détails parce que, bien entendu, les négociations ont lieu, mais on le sait qu'une solution diplomatique un jour pourra être trouvée parce que c'est toujours le cas à chaque fois qu'il y a malheureusement des combats. Mais là, pour l'instant, présentement, ce qu'on doit faire, c'est vraiment aider les Ukrainiens sur les lignes de front. C'est sûr qu'on a des conversations avec les Ukrainiens. Le président Zelensky et le premier ministre Trudeau se parlent fréquemment. Mon collègue et moi, Dmytro Kuleba et moi, nous parlons fréquemment. Et les Ukrainiens savent qu'on peut avoir des conversations au cours desquelles on se fait extrêmement confiance. Alors, on va continuer de les appuyer, soit via des sanctions, soit via des armes, ou soit via des conseils pour faire en sorte qu'un jour, on trouve une solution diplomatique. Frédéric Mérand est directeur du Cérium et professeur de sciences politiques à l'Université de Montréal. Bonsoir, Frédéric. Bonsoir, Esther. Sur le rôle du Canada en Ukraine, le gouvernement ukrainien a annoncé que le Canada pourrait être l'un des pays garants de la sécurité de l'Ukraine, évidemment, si jamais on en arrive à un accord de paix avec la Russie. On sait que le Canada a déjà envoyé de l'équipement militaire. Est-ce qu'on pourrait assister à un nouveau rôle pour le Canada en Ukraine? Et si oui, ça pourrait ressembler à quoi? Alors, si la demande ukrainienne de garantie de sécurité était acceptée, ça impliquerait un rôle très important pour les pays qui seraient impliqués. Évidemment, les grandes puissances au premier chef, les États-Unis, peut-être la Chine ou la France, peut-être aussi le Canada. Ce que ça voudrait dire concrètement, ce serait de se porter au secours de l'Ukraine si elle était de nouveau menacée par la Russie. Donc, ce serait un engagement considérable. C'est la raison pour laquelle on est encore très loin d'un tel engagement de la part du Canada ou d'autres pays. Les garanties que demande l'Ukraine sont une piste peut-être de solution, mais c'est une piste de solution qui demande un engagement de la part des grandes puissances qui est très tangible. Oui, parce que vous dites, bon, se porter au secours de l'Ukraine, on peut se poser la question si le Canada a les ressources militaires nécessaires pour remplir ce rôle-là. Bon, l'engagement serait d'abord diplomatique. Évidemment, l'espoir de telles garanties de sécurité, c'est qu'on n'ait jamais à les utiliser. On peut imaginer que si la Chine et les États-Unis, ensemble, s'engageaient à soutenir l'intégrité territoriale de l'Ukraine, la Russie n'oserait pas, dans l'avenir, s'aventurer à envahir de nouveau l'Ukraine. On sait que là, elle l'a fait en partie parce que la Chine lui avait donné son blanc-seing. Donc, la première garantie, elle serait diplomatique. Mais elle existe dans la mesure où les pays sont prêts à la mettre en œuvre. Et ça voudrait dire effectivement pas des troupes en Ukraine, puisque c'est ça la différence entre les garanties de sécurité et, par exemple, l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, où là, on pourrait imaginer qu'il y ait des troupes canadiennes, américaines ou autres sur le territoire ukrainien. Donc, les Canadiens seraient à l'extérieur, mais seraient prêts à venir garantir justement l'intégrité territoriale de l'Ukraine si elle venait à être menacée. Bon, il y a aussi le fait que les autres nations garantes du pacte seraient les membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies. Vous le disiez tout à l'heure, bon, les États-Unis, le Royaume-Uni, mais aussi la Chine, la Turquie, entre autres. Est-ce que ce serait difficile pour le Canada de participer à une opération militaire ou une opération, je dirais, avec des pays avec lesquels on n'a pas vraiment de tradition de collaboration? C'est une bonne question, mais encore une fois, je pense que l'idée des garanties de sécurité, c'est que la force n'est jamais à être utilisée. Si les pays permanents du Conseil de sécurité des Nations unies, c'est-à-dire les plus grandes puissances du monde, s'engagent à protéger l'Ukraine, le but, c'est qu'il n'ait jamais à mettre cette garantie en
Alors, après, est-ce que une intervention avec les Chinois serait difficile? Pas nécessairement. C'est quelque chose qui se fait dans le cadre des opérations de maintien de la paix, mais c'est sûr que si ça devait prendre, disons, un niveau d'intensité très, très élevé, ce serait vraiment une nouvelle ère en matière de coopération en sécurité internationale. Mais je pense, et j'insiste là-dessus, qu'on est très, très loin de ce scénario à l'heure actuelle. Ouais. Sur un autre rôle pour le Canada en Ukraine, mais plus sur l'aspect juridique, je dirais. En fait, Ottawa a annoncé cette semaine qu'il envoie des enquêteurs de la GRC sur place, donc en sol ukrainien, pour aider la Cour pénale internationale à enquêter sur des possibles crimes de guerre, crimes contre l'humanité commis par la Russie. D'abord, est-ce que c'est inédit? Alors, de la part du Canada, je ne sais pas, je ne le crois pas non plus. C'est sûr que ça fait partie de la riposte plus globale contre la Russie. Donc, de dire à la Russie, vous serez tenu responsable, et les individus en Russie, parce que quand on parle de la Cour pénale internationale, ce sont des individus qui pourraient être l'objet d'enquête et d'accusation, seront tenus responsables des actes qu'ils auront commis. Évidemment, c'est un peu particulier parce qu'on est dans des pays qui n'ont pas nécessairement signé les statuts de la CPI. Donc, c'est plutôt une riposte diplomatique, encore une fois, avec une dimension juridique, mais qui vise à montrer la détermination des Occidentaux que quelque chose qui risque d'avoir des conséquences à court terme pour, par exemple, des criminels de guerre. Oui. Sur le front diplomatique, maintenant, les pourparlers entre l'Ukraine et la Russie, qui se sont tenus plus tôt cette semaine en Turquie, n'ont abouti à rien de prometteur, il faut le dire, ni à aucune percée. Selon Moscou, on a poursuivi donc les bombardements à la suite de ces négociations, notamment dans la région de Kiev, ce qui n'était pas supposé. En fait, bon, est-ce qu'on peut croire toujours à une solution diplomatique dans ce conflit, Frédéric? À court terme, moi, je suis perplexe. Et même lorsqu'on a vu une lueur d'espoir, rappelons-nous que les principales propositions étaient déposées par la partie ukrainienne. La Russie ne s'engageait qu'à ne pas continuer à pilonner Kiev, qui est une ville qu'elle a déjà du mal à prendre. Donc, la Russie n'a pas encore fait de concessions jusqu'à maintenant, ce qui suggère que non, une piste diplomatique n'est toujours pas à portée de la main, et il ne le sera pas tant que la situation militaire n'aura pas évolué sur le terrain. Donc, il faut se féliciter, évidemment, qu'il y ait des négociations et des pourparlers entre l'Ukraine et la Russie. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait une sortie de crise diplomatique à court terme. Est-ce que la proposition de l'Ukraine d'opter pour un statut neutre, ça pourrait changer la donne dans ces négociations? Oui, mais le président Zelensky le dit depuis plusieurs semaines qu'il est prêt à considérer, sinon la neutralité, du moins ne plus demander l'adhésion à l'OTAN. Mais en échange, il demande cette fameuse garantie de sécurité dont nous parlions à l'instant, qui équivaudrait un peu à la même chose, puisqu'il s'agirait pour les grandes puissances de ce monde, pas seulement occidentales, mais également des pays comme la Chine, de se porter au secours de l'Ukraine. Donc, du point de vue de la Russie, ça risque de demeurer, disons, problématique, même si, de mon point de vue, ça demeure des rares pistes de solutions à long terme si l'Ukraine veut, d'une part, recouvrer sa souveraineté, recouvrer son intégrité territoriale, du moins en partie, mais aussi comprendre la position de la Russie qui est finalement d'éloigner l'OTAN le plus loin possible de ses frontières. Oui, c'est ça. Donc, on va continuer à suivre évidemment ces négociations, mais surtout les preuves tangibles sur le terrain à la suite de ces pourparlers. Frédéric Mérand, professeur de sciences politiques à l'Université de Montréal, merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Et puis, à la Chambre des communes, cet après-midi, le Bloc québécois est revenu à la charge pour demander au gouvernement Trudeau d'en faire plus pour faciliter l'accueil des réfugiés ukrainiens en sol canadien. Le Bloc propose de créer une passerelle humanitaire aérienne entre l'Ukraine et le Canada. Le gouvernement a annoncé des mesures hier pour accélérer le traitement des dossiers de réfugiés ukrainiens. Ça répond en partie aux demandes du Bloc québécois, mais il y a l'éléphant dans la pièce. Il manque la mesure la plus importante, les avions. Même si les annonces réglaient d'un coup de baguette les 60 000 demandes, les réfugiés vont rapidement être déçus en voyant qu'ils se battent pour la même poignée de place sur des vols Pologne-Canada à 1 000 $ minimum. Ultimement, Monsieur le Président, ce dont les familles ont besoin, c'est pas d'être approuvées par le Canada, c'est d'arriver au Canada. À quand une passerelle aérienne? L'honorable secrétaire parlementaire.
Monsieur le Président, écoutez, encore une fois, j'aimerais remercier mon collègue pour sa question, puis cette collaboration depuis le tout début de la crise, cette guerre en Ukraine. Écoutez, Monsieur le Président, on travaille avec tous nos partenaires, incluant les compagnies aériennes. Ce qu'on a fait récemment est tel qu'annoncé. On a assoupli les mesures biométriques pour permettre à 3 cohortes d'arriver plus vite au Canada. Monsieur le Président, on va être là pour les Ukrainiens avant et après. Merci. Je retrouve Michael Chouek, qui est le président de la section québécoise du Congrès des Ukrainiens canadiens. Bonsoir, Monsieur Chouek. Bonsoir. On sait que près de 60 000 Ukrainiens tentent actuellement de rejoindre le Canada, mais ils se heurtent, mais vraiment à toutes sortes d'embûches administratives. Racontez-nous quels sont les défis des réfugiés ukrainiens qui veulent venir ici. Qu'est-ce que vous entendez sur le terrain? Probablement, il y a beaucoup de défis dans un premier temps. Un des plus gros défis, c'est que la grande majorité, si pas toutes, c'est des mères qui se trouvent avec des enfants sans mari. Parce que, comme vous savez, tous les hommes de 18 à 60 ans... Oui, ils doivent rester là-bas. C'est ça. Alors, c'est un des plus gros défis. Il faut qu'elle essaye de décortiquer tout le processus pour venir au Canada elle-même. Alors, déjà, c'est un grand défi. Le défi après ça, c'est un peu de connaître tous les détails versus l'immigration au Canada, d'avoir les bonnes informations et par la suite faire sa décision si vraiment elle est pour venir au Canada. Par la suite, c'est encore plus de défis. C'est comment jumeler avec quelqu'un qui offre peut-être un hébergement. Comment être capable de vraiment s'installer, si c'est avec enfants, garderie, école, emploi éventuellement, et les services dans la santé publique. C'est tous des gros défis, des inconnus pour elle. Alors, on essaie de travailler sur tous ces fronts. Oui, donc on le voit, comme vous dites, tous ces fronts, il y a vraiment plusieurs embûches. Je veux revenir avec vous sur cette demande du Bloc québécois à la Chambre des communes, celle d'établir une passerelle humanitaire aérienne entre les deux pays. Le Bloc propose de noliser des avions pour amener le plus de réfugiés possible au Canada. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée? C'est une bonne chose parce que le Canada a beaucoup à offrir, mais c'est difficile à s'y rendre. Alors, c'est déjà le premier défi. C'est si une mère, exemple, se trouve avec ses 2 enfants en Pologne, elle doit se procurer elle-même, payer ses billets d'avion. Alors, c'est déjà un obstacle. Alors, si le gouvernement est en mesure d'aider à ce niveau, déjà, ça débloque beaucoup pour elle. Oui, revenons sur toutes les embûches administratives dont vous nous parliez il y a un instant. Après plusieurs pressions de l'opposition à Ottawa, le gouvernement Trudeau a finalement levé l'obligation pour plusieurs catégories de ressortissants ukrainiens de fournir ce qu'on appelle des données biométriques. Expliquez-nous qu'est-ce que ça va changer. Est-ce que ça va changer quelque chose et est-ce que ça va accélérer les processus? On pense que oui, parce qu'il y a un certain segment de la population qui n'auront plus à fournir ce genre d'informations. Alors, pour eux autres, ça va définitivement débloquer beaucoup le processus. Il en reste quand même qui devront en fournir ce genre d'informations. Pour eux autres, ça ne change rien, mais pour ceux ça vient d'alléger un peu le blocage. Parce que vous parlez justement de certains segments de la population. Le changement s'applique seulement, il faut le préciser, pour les jeunes de 14 à 17 ans, les personnes de 60 ans et plus, et ceux dont le visa est déjà approuvé. Est-ce que vous auriez justement que ça s'applique à tous les réfugiés ukrainiens qui veulent venir au Canada? Est-ce que ça aurait été préférable? En principe, oui, mais écoutez, les autorités ils connaissent mieux le processus que nous et puis il faut quand même avoir un certain niveau de prudence et mettre des mesures en place pour protéger non seulement la personne qui va voyager, mais la population canadienne aussi. Ouais. Alors, on est content avec tout ce qui peut se faire et on a confiance que les autorités, là où ils peuvent, ils vont vraiment faire ce qu'ils peuvent pour alléger le blocage un peu avec les processus.
Selon les partis d'opposition ici aux communes, il y a plusieurs Ukrainiens qui fuient l'invasion russe, qui trouvent vraiment le processus de demande de visa au Canada trop complexe, trop stressant. Il semble que le questionnaire d'immigration au Canada est trop détaillé et trop long à remplir. Vous nous en parliez tout à l'heure. Est-ce que c'est justement ce que vous constatez de votre côté? Ce qu'on entend, je ne l'ai pas vu moi-même, mais ce qu'on entend, oui, c'est encore assez lourd pour remplir, surtout si la personne est sous le stress. C'est une zone de guerre encore, alors ça peut engendrer des émotions et puis ça peut juste compliquer pour certains le processus. Ouais. On aimerait encore une autre fois alléger le système, mais on a confiance que le gouvernement va le faire s'il aurait lieu. Bien, justement, dites-nous, parce que ça fait maintenant 5 semaines que les Ukrainiens sont sous le coup de bombardements, d'attaques. Qu'est-ce que le gouvernement canadien pourrait faire de plus pour faciliter l'arrivée des réfugiés au Canada? Qu'est-ce que vous suggérez à cet égard? C'est juste d'alléger le système de demande de visa, je pense, dans un premier temps, et aussi d'aider avec le voyagement. Alors, envoyer des avions pour ramener ce bon monde au Canada. Parce que pour le moment, c'est à leur compte et c'est à eux de se débrouiller pour trouver le chemin au Canada. Ouais. En terminant, M. Chouak, les pourparlers avec la Russie n'ont pas donné grand-chose. On le sait, les bombardements se sont poursuivis encore aujourd'hui. Est-ce que vous croyez, vous, à une solution diplomatique à ce conflit? C'est difficile à dire parce que la Russie, jusqu'à date, c'est pas une nouvelle guerre. La guerre a commencé en 2014. C'est la 8e année de la guerre. Et puis la diplomatie, pour que ça soit une bonne diplomatie, il faut que ça soit une diplomatie en bonne foi. Et puis jusqu'à date, la diplomatie par la Russie ne semble pas être en bonne foi. Alors, on espère toujours, on aimerait le voir. Il n'y a personne qui veut de guerre, surtout pas l'Ukraine. L'Ukraine n'a pas provoqué la Russie du tout. Alors, il faut vraiment comprendre la motivation de la Russie. Et puis, si tu es motivé à attaquer ton voisin sans provocation, on ne comprend pas, on a l'espoir que la diplomatie va fonctionner, toujours. C'est sûr, une route diplomatique, c'est ça qu'on veut, mais c'est à voir. Oui. Je le disais, ça fait donc 5 semaines que ça dure. Parlez-nous, M. Chouak, de l'état d'esprit, du moral des gens de la communauté ukrainienne au Canada. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? On en est où? Alors, la communauté, on est bien organisé et puis on se tient ensemble. Alors, en termes de morale, le moral est extrêmement bon, positif. On se prépare pour la venue des réfugiés, ou on les appellera pas les réfugiés nécessairement, mais de ce bon monde. Et on se mobilise en conséquence pour se préparer. La morale versus ce qui se passe en Ukraine, tout le monde est inquiet. Tout le monde a de la famille. On voit les vidéos, les films qui sortent de là. Les civils se font tuer. C'est inacceptable. Tout le monde a des connaissances dans ce pays. La communauté est vraiment inquiète à ce niveau-là. Et on espère que ça va se terminer. Mais on est fort. On est fort, c'est pas la première fois que la communauté passe à travers. Ça fait 100 ans. La Première Guerre mondiale, après ça, le génocide qui a été commis envers les Ukrainiens dans les années 30, la Deuxième Guerre mondiale, on a survécu et puis c'est sûr, ça prend une communauté forte et on est très bien encadré comme communauté et on peut offrir cet encadrement aux nouveaux arrivés. On imagine donc des moments très difficiles pour les membres de votre communauté. Michael Chouak, je rappelle que vous êtes président de la section québécoise du Congrès des Ukrainiens canadiens. Je vous remercie beaucoup de votre témoignage. Merci. Merci beaucoup de l'opportunité. Bonne fin de journée. Au revoir.
À quoi doit-on s'attendre du budget fédéral qui sera présenté jeudi prochain par la ministre des Finances, Chrystia Freeland? C'est la question qu'on va se poser avec notre panel d'observateurs que je retrouve avec plaisir et que je vous présente à l'instant. Sheila Copps, ex-vice-première ministre libérale, Marc-André Leclerc, ancien chef de cabinet du conservateur Andrew Scheer, Pierre Paquette, ancien député du Bloc québécois, et Farouk Karim, ex-attaché de presse du NPD. Alors, bonsoir à vous quatre. Bonsoir, Esther. Bonsoir. Bonsoir. Ce sera donc le premier budget depuis la dernière élection du mois de septembre, budget qui sera déposé évidemment dans le contexte de la guerre en Ukraine, mais surtout de la hausse fulgurante de l'inflation au pays. Sheila, je vais commencer avec vous. Qu'est-ce que vous vous attendez à voir dans ce budget? Bien, c'est sûr qu'avec l'annonce de l'accord signé entre les libéraux et les néo-démocrates, il va y avoir des investissements assez approfondis dans les domaines sociaux, y compris et les garderies et aussi pour le début des nationalismes, des denticaires et aussi au niveau des les autres programmes qui ont été signés avec les libéraux et les néo-démocrates. À part ça, c'est une question aussi de la défense, parce qu'avec tout ce qui se passe en Ukraine, le Canada est obligé de monter ses dépenses et comme c'est pas dans l'accord avec les démocrates, ça va être intéressant par rapport aux conservateurs. Oui. Justement, Marc-André, Sheila parle de dépenses d'assurance dentaire, assurance médicaments, de dépenses militaires. Qu'est-ce qu'il doit absolument y avoir dans ce budget Freeland jeudi prochain, selon vous? Bien, c'est clair, avec le plus récent voyage de M. Trudeau en Europe, que l'OTAN met beaucoup de pression sur le Canada, justement, qu'on atteigne ce fameux 2% là, du PIB en termes de dépenses militaires. Donc, c'est pas quelque chose, c'est pas une dépense qui était prévue, là, sans doute il y a 6 mois. Mais dans le contexte actuel, c'est sûr que pour les libéraux, c'est pas dans leur nature de faire des dépenses militaires, mais là, je pense que c'est tout justifié. Et les Canadiens, les Canadiennes et les Québécois s'attendent justement à ce que le gouvernement fédéral dépense dans ce sens. Également, c'est intéressant de voir un peu si une lignée par rapport à ce que M. Wilkinson, le ministre des Ressources naturelles, a annoncé dernièrement par rapport à comment le Canada peut aider les pays européens à arrêter d'être dépendants de la Russie en termes des hydrocarbures. Donc, c'est 2 gros sujets là, qui ont été vraiment influencés là, par ce qui se passe en Ukraine et qui changent là, sans doute la couleur et la nature du budget. Et certainement que ça va être très suivi, justement, jeudi prochain. Pierre Paquette, le Bloc québécois, on le sait, a fait de l'augmentation des transferts en santé son cheval de bataille depuis la dernière élection. Vous vous attendez à quoi, de votre côté, au chapitre des transferts en santé, justement? Bien, il n'y a pas seulement le Bloc québécois. Toutes les provinces ont demandé que le gouvernement fédéral transfère sans condition des sommes beaucoup plus importantes pour augmenter sa part du financement de la santé à 35 %. Il est actuellement à peu près à 22 %. Évidemment, je pense que la priorité pour le gouvernement libéral, ça ne sera pas de répondre à la demande des provinces, mais au contraire de mettre en place des programmes dans le cadre de l'entente avec le NPD. Et je pense que ça va provoquer beaucoup de friction avec les provinces. Alors, je ne m'attends pas à un budget qui va être reçu par les provinces ou le Bloc québécois de façon positive. Ouais. Une chose qui me semble qu'il devrait y avoir, c'est un plan de match pour réduire le déficit, parce que avec toutes les annonces qui ont été faites, les dépenses militaires, les dépenses pour mettre en place un système d'assurance dentaire, mettre en place ce système d'assurance maladie, ben, il va falloir savoir d'où va venir l'argent et jusqu'où on va aller dans la dépense. Alors, moi, je pense que c'est quelque chose qui va permettre aux libéraux de se démarquer du NPD, de proposer un plan, peut-être pas d'assainissement des finances publiques, mais un plan qui va réduire le déficit sur une période relativement longue, peut-être 4-5 ans. Et ça leur permettrait de rassurer une partie de leur base là, qui est plus pas conservatrice, mais qui est plus préoccupée par les questions de finances publiques. On va y revenir dans un instant, justement, sur la lutte au déficit. Mais Farouk, parce que le NPD a dressé sa liste d'épiceries au moment d'annoncer son alliance avec les libéraux la semaine dernière. Je veux revenir sur ce qui doit se trouver dans ce budget. Quelle demande des néo-démocrates vous semble incontournable? Je crois que celle sur l'assurance dentaire me semble incontournable. Si vous regardez ce qui est écrit dans l'entente entre le gouvernement et le NPD, l'assurance dentaire, il y a un plan de match pour 2022, c'est-à-dire assurer les enfants de moins de 12 ans. C'est assez précis dans l'entente, fait que moi, je m'attends à ce que ça, ce soit dans le budget.
J'ai écouté M. Singh cette semaine suite au dévoilement du plan de changement climatique du gouvernement. Il était critique, mais il y avait de la retenue. Vous savez, quand j'étais petit, je jouais à serpent et à échelle. Je vais qualifier la journée du budget pour le NPD de jeu de couleuvre et bénéfice. Donc, quelle couleuvre avaler pour aller chercher quel bénéfice? Et c'est ça qu'il faudra que le NPD, M. Singh, vende non seulement aux Canadiens, mais à son électorat aussi, qui pourrait être critique éventuellement de l'entente avec les libéraux. Oui, c'est ça. On parle beaucoup d'un jeu d'équilibrisme. Finalement, M. Trudeau, qu'est-ce qu'il va pouvoir offrir au NPD pour le satisfaire? Bon, je veux revenir sur la capacité de dépenser du gouvernement. Pierre Paquette parlait il y a un instant de la nécessité de l'assainissement des finances publiques. On a le sentiment que le Canada a jamais été aussi dépensier. Bon, juste cette semaine, 9 milliards pour le plan de réduction des gaz à effet de serre, 10 milliards pour les garderies en Ontario, 2 milliards aux provinces la semaine dernière pour réduire leur liste d'attente en chirurgie. Sheila, est-ce que le temps est venu pour le gouvernement Trudeau de se serrer la ceinture? Bien, c'est sûr que ça va faire partie de l'attaque des conservateurs parce que dans le moment, on a mis de l'avant et les garderies durant l'élection et la possibilité de Pharmacare. Et maintenant, l'accord sur le Denticare, ça veut dire qu'il va y avoir des dépenses. D'autant plus qu'on a beaucoup été en avant-garde des dépenses dans la période de COVID. Ouais. Maintenant, l'arrivée de Ryan, ce sont des choses incalculables qui n'ont pas été considérées peut-être il y a 2-3 ans passés, mais beaucoup de gens commencent à avoir un petit peu peur qu'il ne faut pas trop dépenser sans avoir les finances du pays en ordre. Et ça va être l'appel d'ordre des conservateurs, sûr. Et ça vient après le dépôt du budget. Oui, parce que Marc-André, comme le dit Sheila, les conservateurs accusent régulièrement le gouvernement Trudeau de ne pas se soucier des déficits. Est-ce que vous attendez à plus de rigueur budgétaire des libéraux jeudi? Bien, ça serait souhaitable, mais je pense que ça va être difficile pour M. Trudeau et Mme Freeland parce que quand on parle d'assurance médicaments, d'assurance dentaire, quand on parle de dépenses militaires, c'est toutes des dépenses qui n'étaient pas prévues là, dans la plateforme électorale là, des libéraux à l'automne passé. Fait que comment pour eux, même à ce moment-là, on voyait mal là, un peu la trajectoire, le chemin vers le retour à l'équilibre budgétaire. Donc, comment ils peuvent le faire aujourd'hui dans ce contexte-là, qu'on sait qu'il y a encore plus de demandes? C'est là que les libéraux, avant la pandémie, auraient dû être plus économes, entre guillemets, et pouvoir engendrer des surplus, être plus responsables. Donc, quand tu veux traverser des crises, ben, au moins, tu as la capacité d'y faire face. Mais là, c'est clair que je ne m'attends pas à voir beaucoup l'équilibre ou un budget à l'encre noire dans les prochaines années pour les libéraux. Oui, Farouk, qu'est-ce que vous en pensez de votre côté? Ça va avoir un impact, évidemment, sur les dépenses publiques, que cette alliance entre les libéraux et les démocrates, là, on n'a pas le choix. Oui, mais quand les libéraux décident de faire cette alliance-là, je crois qu'ils mettent de côté l'objectif du déficit zéro, du moins dans le court terme, parce que l'entente, les gens le disent, les autres, mes panélistes le disent, inclut plusieurs dépenses. Il faudra remarquer aussi que la tendance inflationniste qu'on voit dans les derniers mois aide les revenus du gouvernement, hein, paradoxalement. Donc, en termes de revenus de pétrole, les revenus de tout genre, ça augmente. Donc, ça baisse la pression sur les déficits. J'ai hâte de voir aussi la reprise COVID, comment cette croissance économique a aidé les revenus du gouvernement. J'ai hâte de voir les chiffres en termes de déficit. Le gouvernement s'est toujours donné une porte de sortie en termes de rapport PIB-dette. J'imagine que ce discours-là va continuer à avoir lieu par le gouvernement. Pierre, qu'est-ce que vous en pensez de votre côté? Moi, je pense que cette année, par rapport à l'année dernière, le déficit va être réduit de façon substantielle et donc le gouvernement va pouvoir se dire on est en train de reprendre le contrôle. Je pense que c'est plus à moyen et long terme que la situation risque de dégénérer avec la hausse des taux d'intérêt. C'est vrai que l'inflation augmente les rentrées fiscales du gouvernement fédéral, c'est vrai pour le gouvernement du Québec, tous les gouvernements, mais ça augmente aussi les taux d'intérêt qui augmentent les frais de la dette. Et donc, c'est un jeu comme à somme nulle, ça. Et donc, je pense que les libéraux vont présenter un plan, pas de retour à l'équilibre budgétaire, mais un plan de réduction du déficit sur une relativement longue période. Et ça va leur permettre, encore une fois, de se démarquer du NPD et d'empêcher les conservateurs de les attaquer sur un certain nombre de thèmes comme les dépenses excessives,
des responsabilités fiscales. Et donc, moi, je m'attends à ce qu'il y ait un plan. Par contre, comme je mentionnais tout à l'heure, il faudrait qu'il y ait des transferts en santé aux provinces qui se rajoutent aussi sur les dépenses qui ont déjà été annoncées ou prévues par le gouvernement fédéral. Évidemment, les réponses à tout ça, jeudi prochain, le 7 avril. Sheila Copps, Marc-André Leclerc, Pierre Paquette et Farouk Karoui, merci beaucoup à vous quatre. On aura l'occasion de s'en reparler. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce 30 mars sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain.